Bonjour à toutes et à tous. À l'aide de cette vidéo, vous allez pouvoir compléter votre fiche de cours sur le chapitre 4 d'Histoire. N'hésitez pas à faire pause régulièrement en appuyant par exemple sur la barre d'espace de votre clavier pour pouvoir compléter votre cours. Cette fiche est divisée en deux parties. Vous avez le cours noyau, qui est la partie la plus importante. Vous devez obligatoirement la compléter. L'autre partie, elle, c'est l'approfondissement, donc tout autour du cours noyau, qui n'est pas obligatoire. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le cours noyau, et je vous préciserai ce que vous devez y ajouter. Je vous indiquerai également les approfondissements que vous pouvez noter si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Ce chapitre sera donc consacré aux Romains. Reportez le titre en rouge. Vous pouvez le constater en observant la frise en haut de votre cours. Les Romains sont un peuple qui a vécu pendant l'Antiquité, période représentée en jaune sur la frise, et ils ont été un peuple important pendant plusieurs siècles. Ils ont vécu avant et après Jésus-Christ, personnage qui, lui, donc, a vécu pendant l'époque romaine. D'ailleurs, le peuple des Romains est si important que les historiens considèrent que la fin de Rome, la chute de Rome en 476, est la date qui marque le passage de l'Antiquité à la période de l'histoire suivante, le Moyen-Âge. Vous pouvez reporter l'année 476 et fin de l'Antiquité sur votre frise. Si 476 après Jésus-Christ est la date de la fin de Rome, il est plus difficile d'en dater le début. Comme pour beaucoup de cités antiques, une légende, un mythe, nous donne quelques indices. La fondation de Rome daterait de 753 avant Jésus-Christ. Reportez cette date sur votre frise. Et dans la vidéo qui va suivre, vous allez en savoir un peu plus sur cette légende et la réalité de la fondation de Rome. C'est exactement dans ce type de paysage, à un endroit où le fleuve est large, qu'il faut imaginer qu'a pris place la légende de la fondation de Rome. La légende de la fondation de Rome, ce sont les deux jumeaux, Romulus et Rémus, dans leur berceau qui est porté par une des grandes inondations d'hiver du Tibre, qui est déposé au pied du Palatin, à l'endroit même où la ville de Rome sera fondée. C'est ce qui fait que le Tibre est intimement lié à l'histoire de la fondation de Rome, à la ville de Rome et à toute son histoire dans le cours des siècles. Le site originel de Rome, le voici donc. Cette colline, des marécages et le Tibre. Un site naturel qui est aussi devenu un décor de légende. Une légende désormais illustre. Romulus et Rémus sont les fils d'une Vestale et du dieu Mars. Les deux jumeaux ont été abandonnés au Tibre, puis recueillis par une louve. Elle les allaite et leur sauve la vie. Les enfants sont finalement recueillis par un berger. Il va les élever chez lui avec sa femme, comme si ses jumeaux étaient leurs propres fils. Devenu adulte, Romulus décide de fonder une ville nouvelle, près du Tibre. Il en trace les contours à l'aide d'une charrue. Mais il se querelle avec son frère et le tue. Romulus devient ainsi le premier roi de Rome. Rome, d'abord simple village de cabanes, au-dessus du fleuve, bien protégé par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme dans une certaine mesure le récit de la fondation de Rome sur le Palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit précisément des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire admise par les Romains de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le Palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur les origines de Rome, vous pouvez raconter la légende de Rémus et Romulus, dans le cadre le mythe de la fondation de Rome.
Complétons désormais la partie du court noyau intitulée « Un peuple conquérant ». À l'origine, Rome n'était qu'une petite cité-État d'Italie, mais se sentant prédestinée à conquérir et à servir d'autres États, les Romains ont créé un immense empire au fil du temps. Les territoires conquis s'appellent des provinces. Pour mieux les diriger, les Romains y ont construit des routes et des villes. En plusieurs siècles, on voit bien sur cette carte qu'ils se sont constitués un véritable empire. Et on voit ici que la toute petite cité du centre de l'Italie, qui était Rome en rouge sur la carte en 400 avant Jésus-Christ, s'est transformée en un empire immense autour de la mer Méditerranée en quelques siècles. Complétez la partie vocabulaire de ce cours, donc juste sous la carte. Vous pouvez constater la différence entre le mot empire avec un E minuscule et empire avec un E majuscule. Un empire avec un E minuscule concerne tous les territoires qui sont dominés par un même pouvoir. Donc c'est un espace. Tandis qu'un empire avec un E majuscule, c'est un homme, l'empereur, qui a tous les pouvoirs. On est donc dans un régime politique. La romanisation, quant à elle, constitue l'adoption du mode de vie et des croyances des Romains dans les provinces qui ont été conquises. Pour bien comprendre ce vocabulaire et mieux cerner les conquêtes romaines, arrêtons-nous un instant sur la guerre des Gaules, et à l'issue du diaporama qui va suivre, vous pourrez compléter de manière facultative ce cadre de votre fiche de cours. Alors on connaît surtout l'opposition entre les Romains et les Gaulois à travers l'image qu'on en a grâce à Astérix et Obélix notamment, où les Gaulois sont fortement opposés aux Romains. En fait, dans la réalité, les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça, et vous allez voir qu'il y a eu notamment des alliances entre Rome et même Jules César et certains peuples gaulois. Donc avant la conquête de la Gaule par les Romains, en fait on parle plutôt de plusieurs Gaules. Il y a la Gaule aquitaine, les Armoricains, les Belges, la Gaule chevelue, la Gaule transalpine qu'on appelle aussi la Narbonnaise. Et de nombreux peuples composent ces 3 ou 4 Gaules, et des peuples sont parfois divisés, voire même ennemis. Donc vous entourez en rouge le peuple des Coriosolites qui se trouvait du coup au nord de l'île-et-Vilaine actuelle et à cheval aussi sur le département actuel des Côtes-d'Armor, et dont la capitale, la ville principale, était Corseul. C'était la cité des Coriosolites. Donc la Gaule est un riche territoire, un peuple traditionnellement ennemi de Rome. Ce territoire était connu pour son vin, ses poteries notamment, et était même apprécié des Romains pour cela. Mais traditionnellement et historiquement, les Gaulois étaient ennemis des Romains, et ils auraient même mis la ville à sac, la ville de Rome à sac au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc à une époque où Rome n'était évidemment pas aussi développée qu'à l'époque de César. Mais les Gaulois sont donc considérés depuis lors comme étant un ennemi presque héréditaire des Romains. En 400 avant Jésus-Christ, Rome est une toute petite cité du centre de l'Italie. 200 ans plus tard, elle a déjà conquis toute l'Italie et une partie de l'Espagne, et donc aussi des îles qui se trouvent en Méditerranée. Donc le territoire des Romains commence à s'agrandir. Et en 100 avant Jésus-Christ, donc date de la naissance de Jules César, on voit bien que toute la partie nord de la mer Méditerranée a été conquise par les Romains, qui ont également conquis une partie de l'Afrique, et qu'ils ne sont plus qu'aux portes de la Gaule, si on peut dire. Jules César est un homme politique qui est né en 100 avant Jésus-Christ, mort en 44. Il est issu d'une grande famille romaine. C'était le rival à l'époque à Rome du grand Pompée, et donc tous deux ont dirigé la cité en ayant le titre de consul à l'époque de la République romaine. Et avec ce titre, ils ont aussi acquis le droit de diriger une armée. En tant que consul, ils peuvent être à la tête d'une armée. Donc César, qui est en manque de gloire, va en profiter justement, va profiter de ce statut pour gagner politiquement à Rome. Au départ, César ne veut pas forcément effectuer la conquête de la Gaule, en tout cas c'est pas comme ça qu'il la présente dans ses écrits. Les Gaulois, je vous l'ai dit, n'étaient pas un peuple uni, et par exemple le peuple des Éduins, au centre des Gaules, était même allié à Rome. Ça veut dire que si jamais ce peuple était attaqué, les Romains se devaient de le protéger. Justement, lorsque le peuple des Helvètes, donc en Suisse actuelle, effectue des incursions sur les territoires gaulois, César est appelé en renfort pour aider le peuple des Éduins, donc peuple allié de Rome. Or, César décide de rester, après avoir mis fin du coup aux incursions helvètes. Il reste en Gaule et il entame petit à petit du coup sa conquête de tout le territoire,
à partir de l'année 58 avant Jésus-Christ, et cette conquête va se terminer en 51 avant notre ère. Il y a eu des révoltes au cours de cette conquête, notamment en 53 et 52, révoltes vaincues par César face aux chefs gaulois Vercingétorix. Donc à l'issue de cette conquête des Gaules par César, on voit que le territoire augmente considérablement, et peu de temps après la mort de César, les Romains possèdent un territoire qui entoure quasiment complètement la mer Méditerranée. Vous pouvez recopier ce schéma de la conquête ou de la guerre des Gaules par César entre 58 et 51 avant Jésus-Christ sur votre fiche de cours, donc dans la partie approfondissement. Si vous voulez en savoir davantage sur les Gaulois ou sur la guerre des Gaules, vous pouvez consulter sur Toutatis dans l'espace pédagogique du collège le cours intitulé Les Romains et la rubrique Bon à savoir, des vidéos qui vous permettront d'en savoir davantage. Alors Jules César effectue la conquête des Gaules, revient à Rome, prend le pouvoir dans cette cité romaine, et il meurt en 44, assassiné. À la date de sa mort, il laisse un testament sur lequel il est indiqué qu'il adopte son petit-neveu, un certain Octave, et ce dernier, qui gouverne alors et qui prend le pouvoir à Rome, en 27 avant Jésus-Christ, prend le surnom d'Auguste. Il va régner sur Rome jusqu'en 14 après Jésus-Christ. Vous pouvez reporter sur la frise sa date de fin de règne. Auguste est un personnage très puissant qui met quasiment fin à un régime politique qui s'appelait la République romaine et qui était en place depuis plusieurs centaines d'années à Rome. Il rétablit une forme d'empire et en concentrant tous les pouvoirs, il revient à un modèle qui était détesté par les Romains pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire celui de la monarchie. Donc il n'appelle pas vraiment ça une monarchie, c'est un empire, mais en tous les cas, il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et pour mieux diriger les Romains, qui sont peu habitués à cela, pour faire en sorte qu'ils acceptent sa place, il essaie de prouver qu'il mérite cette place et utilise alors le récit des origines de Rome, qui est écrit d'ailleurs à la même période, c'est-à-dire au 1er siècle. Auguste affirme être un descendant direct du grec aîné, tout comme le serait, selon la légende, Rémus et Romulus. Ainsi, Auguste s'inscrit dans la continuité de personnages aussi prestigieux que les fondateurs de la cité romaine, et d'ailleurs, il reçoit un culte à l'image d'un dieu vivant à Rome. Il y a des temples du culte impérial pour Auguste, et cela même de son vivant. Alors, sous le règne d'Auguste, un personnage dont le destin va bouleverser l'histoire de l'Europe naît en Palestine, dans cette région qui se trouve tout à l'est de la Méditerranée, représentée par un triangle sur votre carte, et ce personnage, c'est Jésus-Christ. Il se fait rapidement connaître dans sa région par son enseignement religieux, mais il est craint par les autorités juives qui sont alliées aux Romains. Les Romains ont le pouvoir dans cette région qui s'appelle la Palestine à l'époque, et les Juifs sont alliés aux Romains. Ces derniers vont livrer d'ailleurs Jésus aux Romains. Il est condamné à mort, et après sa mort, les personnes qui suivaient l'enseignement de Jésus, donc qui sont ses disciples, transmettent sa parole et la rédigent dans une nouvelle Bible, celle des chrétiens. Vous pouvez compléter la partie du cours noyau donc, qui s'appelle un nouveau monothéisme, pour comprendre que les chrétiens sont d'abord rejetés par les Romains, puis progressivement adoptés dans l'Empire, pour même finalement faire en sorte que le christianisme devienne la religion officielle des Romains. Alors dans un premier temps, comme je vous le disais, beaucoup de chrétiens sont persécutés, voire même tués. C'est le cas d'une certaine Perpétua, donc l'une des premières martyrs de l'histoire, dont vous pouvez découvrir l'histoire en allant sur l'espace pédagogique du collège, dans le cours Les Romains, rubrique Bon à savoir. Et il faudra donc attendre ensuite le 4e siècle de notre ère pour que les chrétiens soient définitivement acceptés dans l'Empire, et à partir de ce moment-là, ils vont étendre leur croyance au reste de l'Europe occidentale. Merci pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo et de compléter votre cours. Si certains points de ce cours vous ont intrigué, n'hésitez pas à aller sur l'espace pédagogique du collège pour découvrir les éléments bons à savoir sur les Romains et les Gaulois.